Et bonsoir Aurore Luc. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Tout est politique ce soir. Eurodéputé Place Publique, vous présidez la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen et vous publiez Trump contre l'Europe, comment rester libre aux éditions Les Petits Matins. On va parler d'économie, on va parler crise des carburants, on va parler Europe de la défense également. Mais d'abord, à 19h33 sur France Info, c'est l'heure du vrai ou faux, votre rendez-vous avec la cellule de vérification. Exactement. Et des équipes autour de Julien Pin. Bonsoir Louis Augry. Bonsoir. Merci d'être là. Ce soir, vous nous parlez d'une vidéo qui a été pas mal relayée sur les réseaux sociaux, d'une carte très précisément, une carte des réseaux ferroviaires qui, selon beaucoup d'internautes, est présentée comme une forme de synonyme de déclin français. Et selon les réseaux, eh bien, c'est le capitalisme qui a causé ce déclin. Exactement. Alors, c'est vrai ou c'est faux ? Je vais vous montrer les deux cartes en question qui circulent beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Alors, deux cartes. L'une d'abord à gauche qui est censée représenter le réseau ferroviaire de 1930 et qui est extrêmement remplie. Et puis à droite, on a une carte nettement plus clairsemée qui est censée montrer le réseau de 2014. Alors, selon la légende, il y aurait quand même 16 000 kilomètres de voies en moins entre les deux. Et vous l'avez dit, Myriam, d'après les internautes, c'est rien de moins que le capitalisme qui serait en cause là-dedans. Alors déjà, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ces deux cartes sont authentiques ? On s'est posé la question et d'après les historiens, c'est plutôt le cas, elles sont plutôt justes. Nos confrères de la radio ont retrouvé le même type de carte dans une revue de l'ENS Lyon pour les années 30. À l'époque, le réseau comptait plus de 42 000 kilomètres de lignes principales auxquelles s'ajoutaient de très nombreuses petites lignes locales qu'on voit et qui rendent la carte encore plus dense finalement. Et puis pour la carte de 2014 que vous avez vue tout à l'heure, finalement, il faut se référer à la carte aujourd'hui du réseau ferroviaire en 2026 de la SNCF. La France compte aujourd'hui autour de 28 000 kilomètres de voies. Donc l'ordre de grandeur qu'on avait de 16 000 en moins, il est plutôt exact, c'est plutôt bon. On a effectivement une très grosse chute qui a eu lieu à travers l'histoire. Donc la réalité des cartes, elle est bien là. C'est l'explication en revanche qui est trompeuse. Oui, c'est vrai qu'expliquer que c'est juste le capitalisme qui est derrière la réduction de ces voies ferroviaires, ça a fait sourire en tout cas certains historiens, tout simplement parce que le moment où le réseau était le plus développé, c'était au moment où ce réseau était privé. À ce moment-là, les lignes sont partagées entre différentes grandes compagnies comme la compagnie du Nord ou celle de Paris-Orléans. Et c'est en 1938 que la SNCF est nationalisée avec le Front populaire. À ce moment-là, la SNCF récupère les 42 000 kilomètres de voies dont je vous parlais tout à l'heure et très rapidement, ils vont en fermer un certain nombre, 10 000 kilomètres qui vont être fermés en l'espace de quelques années dès le début de l'existence de la SNCF. Et pourquoi alors ? Quelles sont les causes de cette baisse du réseau ferroviaire ? On s'en doute un petit peu. La raison numéro 1, c'est pendant les 30 Glorieuses quand même l'utilisation de plus en plus fréquente de l'automobile et de l'autocar. Pendant cette période, l'État va investir beaucoup dans de très grands travaux de route. La population va aussi de plus en plus migrer dans des centres urbains importants. Donc il y a une raison sociétale derrière tout ça. À ce moment-là, c'est aussi plus rentable d'utiliser les routes et les voies ferrées principales, donc il y a des considérations économiques. Et puis il y a un choix plus tard qui va aller totalement dans cette logique, c'est dans les années 80 avec l'arrivée du fameux TGV. Ça aussi, ça a contribué à ce que la SNCF le délaisse au fur et à mesure des petites lignes qui coûtaient souvent trop cher. Donc non, c'est pas à proprement parler le capitalisme en général, mais oui, effectivement, la SNCF, même si c'est une entreprise d'État, a eu des considérations économiques. Et puis, c'est important peut-être de le rappeler, avant de terminer, on a un peu un rétropédalage quand même là-dessus du côté de la SNCF, puisque de nombreuses régions sont en train de rouvrir des lignes qui avaient été fermées par le passé, de reconfigurer un réseau et des gares déjà existantes. Donc la carte que vous avez vue tout à l'heure, elle va changer. On va peut-être pas revenir à celle de 1930, mais on va réutiliser un peu le réseau du passé qui semble si cher à de nombreux internautes. Merci beaucoup. Le vrai ou faux, l'émission. Oui. Le samedi à midi. Vous voulez réagir ? Est-ce que cette crise des carburants, ces crises énergétiques qui vont sans doute se répéter, ce n'est pas l'occasion de réinvestir massivement dans le ferroviaire ? Si, évidemment. Et d'ailleurs, on le voit. Vous en avez parlé d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques minutes, je crois, du fait que beaucoup de Français vont utiliser le train. Ça, c'est un moyen aussi de faire face à la crise. Dans les solutions, on n'en parle pas assez, mais le ferroviaire est un moyen. Et le fait peut-être de jouer sur les billets de train, ça peut être une des solutions à un moment où il va falloir faire attention à notre consommation de carburant. Puis je voudrais juste saluer aussi le travail du vrai ou du faux. Parce que dans un moment où il y a beaucoup de désinformation, où on est dans une guerre hybride, d'avoir des éléments d'explication, de recontextualisation,
sans mépriser par ailleurs ce qui est dit, mais en donnant à voir, c'est excessivement important par les temps qui courent. Voilà, Merci beaucoup. Merci pour eux. Alors, on va parler évidemment de la crise des carburants. Qu'est-ce que vous feriez, si votre candidat était élu, Raphaël Glucksmann, très concrètement, déjà sur la guerre contre l'Iran, Hormuz, vous saluez la décision stratégique du président Emmanuel Macron de rapprocher le Charles de Gaulle, le porte-avions du Détroit ? Je pense qu'il fallait le faire. Je pense que ça a été fait dans des conditions qui sont plutôt intéressantes, c'est-à-dire que tout le monde a été prévenu, donc c'est bien fait. C'est bien fait aussi dans le sens où la France n'y va pas seule. Il y a une coalition de plusieurs pays. Coalition, et puis on voit bien que ça rassure, en réalité. Je crois que cette situation, on ne l'a pas voulu. Encore une fois, c'est un choc extérieur. On n'a pas été prévenu de cette guerre. Personne ne l'a été. On marche sur des œufs. C'est extrêmement difficile de prendre des décisions. Celle-ci, je pense qu'elle est bienvenue. Ça rassure qui ? Ça rassure, mais ça rassure aussi les décideurs économiques. Ça rassure aussi les marchés, ça rassure les assureurs. Et c'est pas juste pour rassurer les marchés financiers, tout ça en réalité. C'est pour donner un peu de prévisibilité à l'économie, parce qu'on voit très bien que donner de la prévisibilité à l'économie, ça a des conséquences sociales positives. Donc on ne va pas devenir belligérants, ceux qui s'inquiètent. Je pense que personne n'en a envie, très sincèrement. Et je pense que c'est pas ça qui est dans la tête qui est dans la tête du président de la République. Alliés mais non alignés. Exactement. C'est ce que dit, reprenant la formule de Gaulle, Sébastien Lecornu. Il y aura un avant et un après Hormuz, selon vous ? Quoi qu'il arrive, quel que soit le document signé, l'accord de paix ? Quoi qu'il arrive, oui, parce que déjà d'un point de vue économique, je veux dire, si tout se remettait à fonctionner là, tout de suite, maintenant, comme ça, comme avant le début de cette guerre, les conséquences économiques, ce serait déjà 2 ans à absorber. Donc il faut se rendre compte qu'économiquement, le choc, il est énorme. Il est absolument énorme. Et le prix du baril ne reviendra pas à ce qu'il était il y a 3 mois ? On va voir, mais le choc économique, de toute façon, il est massif. On a un commerce international qui est perturbé, des chaînes d'approvisionnement qui sont perturbées, une production qui est perturbée. Enfin, tout est perturbé. Justement. Donc, c'est un choc extrêmement important. Pétrolier, on peut le dire. C'est même, à mon avis, quasiment plus que ça, en fait. Alors justement, avec le choc tel que vous le qualifiez, est-ce que vous considérez qu'on en fait suffisamment en France, sachant que dans les autres pays européens, il est mis en avant qu'il y a des efforts qui sont supplémentaires, notamment sur le prix de l'essence, pour essayer d'alléger la facture des nationaux. Est-ce que nous, on fait ce qu'on peut, comme le disait Sébastien Lecornu, parce qu'on n'a plus d'argent ? Ou est-ce que vous considérez, vous, présidente, est-ce que vous feriez plus ? En considérant que, par exemple, il faut baisser un peu la TVA, oui, qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Déjà, je suis assez contente parce qu'on commence quand même à revenir dans un débat économique un peu plus rationnel. Il faut se rendre compte qu'au début de la crise... Pour dire qu'on n'a pas un sou. Au début de la crise... attendez, il y a quand même des gens qui nous expliquaient qu'il y avait une cagnotte. Il y a quand même des gens, pour ne pas le nommer, le Rassemblement national, qui étaient en train de les expliquer qu'en période de crise, l'État était en train de se faire de l'argent. Alors que là, on est en moins-value fiscale ce mois-ci, sur les questions carburant, etc. Donc, il y avait tout ça qui était mis dans la tête des Français. Ensuite, on nous a dit, on va enlever toutes les taxes. Ah oui ? C'est profondément injuste. Là, vous parlez de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Non, mais je vous le dis, je finis. Je vais vous expliquer après moi ce que j'aurais fait. Ce que j'aurais fait, de toute façon, je l'ai déjà dit en réalité. C'est qu'il faut faire des aides ciblées. Pourquoi ? Parce que c'est ce que fait le gouvernement. C'est ce que fait le gouvernement, et taxer les super profits. Ce que ne fait pas le gouvernement. Et franchement, il va falloir aussi regarder la situation au jour le jour. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation extrêmement instable, où tout peut se produire. Et souvent, on a, et je le dis en tant qu'économiste, moi, ce que je trouve terrible, c'est que on fait des espèces de totems avec certains outils économiques. Alors, il y a certains qui vont être anti-taxes, d'autres pro-taxes, d'autres pro-blocage des prix, etc. Je vais vous dire quelque chose, ça dépend. Et ça va dépendre de plus en plus. Et pour avoir fait le point avec le président de l'Eurogroupe, le ministre, le groupe des ministres des Finances européens, on est tous alignés là-dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir, en fait, doser à chaque fois. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Taxer à quelle échelle ? Nationale, européenne, les super profits de tous les pétroliers, sachant que, on le dit, on le redit, on ne taxe qu'une activité en France et en Europe, et sur le raffinage, puisque c'est ce que fait Total, pour ne pas le nommer, c'est pas ce qui marche le mieux, ils sont même déficitaires. Donc, comment vous faites en sorte pour que cette taxe soit profitable ? Alors, déjà, je le redis, on ne fait pas de la baisse inconsidérée de fiscalité parce que ça bénéficie
3 fois Donc plus. pas de baisse de TVA. Que 3 fois ciblé, plus, donc que du 3 ciblé. fois plus aux plus riches C'est dit. qu'aux plus pauvres. Et c'est le Fonds monétaire international qui vient de publier cette semaine une étude sur le sujet. C'est pas une officine gauchiste. Hein. Donc, eux, ils viennent de le démontrer. Donc, on ne fait pas ça. Deuxième point, oui, on fait la taxation des super profits. On le décide au niveau européen? Oui. Avec l'article Donc, 102. c'est inopportun de le faire au niveau français. Mais on peut le faire au niveau français. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la dernière fois, quand on l'a fait en 2022, au début de l'invasion de l'Ukraine. On l'a décidé au niveau européen, donc compromis gauche-droite. On déclenche un article qui s'appelle l'article 122. On fait la taxation des super-profits, c'est-à-dire qu'on dit aux États membres, allez-y, taxez les super-profits. Et chaque État membre, en fait, va récupérer Ça a rapporté très cette peu. taxe. Ça a rapporté 25 milliards. Non, C'est mais pour pas la très France. peu. La France, ça a rapporté très peu, ce qui était très étonnant d'ailleurs par rapport à ce qu'on a. Ça a rapporté beaucoup à l'Espagne, ça a rapporté beaucoup à la Pologne. La France, ça aurait dû rapporter beaucoup. On s'est retrouvé avec, allez, 69 millions. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la taxe a été calibrée de telle façon que ça ne rapporte en réalité pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement pourquoi la vôtre rapporterait plus ? La nôtre, mais en fait, c'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à pourquoi ça rapportait si peu. Ça rapportait si peu parce qu'en fait, on le sait, et d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a quelques minutes ou heures sur votre antenne, Total délocalise en réalité ça changera une pas, ça. partie. Mais ça, une depuis partie toujours. qui est fabriquée. Mais dans ce cas-là, vous savez, la fiscalité, c'est de la technique. Hein. Quand on veut récupérer de l'argent quelque part, on est parfaitement en capacité de le Mais faire. vous Donc, ne pouvez pas taxer des profits qui sont faits dans les pays du Golfe. En fait, il y a plusieurs, ils sont surtout beaucoup en Suisse. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Soit, déjà, il y a du rapport de force politique qui peut se jouer. Ensuite, vous réfléchissez, vous vous dites, dans ce cas-là, on va inclure les activités de trading. Si on inclut les activités de trading qui sont faites par ailleurs ensuite en Suisse, ça, par exemple, c'est intégré. Donc ça, c'est quoi ? C'est la vente on peut très bien se dire de l'essence. On peut très bien se dire jeu aussi, sur les marchés financiers. Finalement, le super profit, on le définit à un seuil un peu plus bas. Ou alors, on taxe le super profit un peu plus haut. Il y a plein de façons de jouer. Il n'y a pas de volonté européenne c'est de faire ça, ou il y en a une, ou alors on a... Il y en a une totalement. Totalement. Alors, qu'est-ce qui bloque ? La France. C'est ça. Il y a plusieurs pays, l'Allemagne, l'Espagne, pays. l'Italie, qui sont d'accord, mais pas la France. Vous avez plusieurs pays très moteurs au niveau de l'Union européenne qui sont en capacité de dégager des coalitions. L'Espagne est pour. L'Allemagne est pour. L'Italie est pour. Le ministre allemand des Finances a encore rappelé cette semaine au Conseil des ministres des Finances qu'il était en faveur. C'est des pays très divers. Vous êtes sûr qu'Emmanuel Macron est contre ? Parce qu'il l'a poussé en son temps, cette taxe. Il l'a portée. On voit du côté français qu'il y a, à mon avis, une évolution, puisque je trouve que les discours aujourd'hui sont plus souples en la matière, notamment depuis ce matin. Et puis, je vois de toute façon une réaction de Total. Et la réaction de Total Alors justement, en dit long. Total, Patrick Pouyanné, qui avertit, si vous taxez mes super profits, les super profits de ce champion de l'énergie français, j'arrête de plafonner les prix dans mes stations essence. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est antipatriotique, c'est profondément irresponsable. Lui fait un effort que les autres ne font pas. Alors c'est antipatriotique. Oui, mais il fait quand même de super profits. Je veux dire... Mais il considère que l'aide qu'il procure aux automobilistes en mettant 1,99 est une aide directe. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 10-20 ans de recycler la taxe sur les super profits dans des aides, et que c'est quelque chose... On peut l'entendre, ça. Bien sûr, on peut l'entendre, mais il fait toujours des super profits. Si vous voulez, moi, je veux bien qu'on me dise tout ce qu'on veut, mais même en faisant cette aide-là, il fait des super profits. Des super profits, c'est dans un moment de guerre, les super profits, ça se taxe. Il n'y a pas à dire, ça se taxe. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où il faut faire montre de solidarité. Vous allez expliquer aux Français... Y compris s'il arrête de raffiner en France, il a ce moyen-là. Ça s'appelle du rapport de force qui n'est pas admissible. Et on a les moyens d'un rapport de force avec cette entreprise multinationale. Mais en fait, en politique, on a toujours les moyens du rapport de force. Il faut juste savoir l'utiliser. On va parler de 2027 dans un instant, parce qu'il y a beaucoup de candidats ou de quasi-candidats sur cet espace qu'occupe celui que vous soutenez, Raphaël Glucksmann. Mais d'abord, un tout petit mot sur Donald Trump, qui n'est pas content encore contre l'Europe et qui décide d'augmenter les droits de douane sur les voitures européennes. Alors, c'est les Allemands qui sont plus ciblés, mais ça va toucher aussi les voitures françaises. L'automobile est déjà en crise. Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que, et on le voit là aujourd'hui, d'ailleurs avec ce qu'on est en train de subir, l'Europe est plus forte qu'elle ne le croit. C'est-à-dire qu'on est quand même une zone qui est aujourd'hui la cible de la Russie, la cible de la Chine, la cible de l'administration Trump. Et malgré qu'on soit une zone fait un peu de briquet de broc, parce qu'en fait on n'a pas toutes les compétences, on résiste.
Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on veut devenir les leaders ? Est-ce qu'on veut Et là, continuer à vous me subir faites un grand discours, vous ne me donnez pas de réponse tout de suite. Je vais Est-ce vous qu'il donner la faut, réponse. augmenter les droits de douane sur Bien tous sûr. les produits, mais y compris numériques, les GAFA américains, qu'on utilise massivement en Europe. On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Œil pour œil, dent pour dent. Et ça fait 1 an que je le dis. Évidemment qu'il faut le faire. Évidemment qu'il faut attaquer là où ça fait mal. Évidemment qu'il faut attaquer sur les GAFAM. Pourquoi ? Parce que sans le marché européen, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas sans nous, en réalité. C'est un de leurs points faibles. Donc oui, évidemment. Et ça, il y a une majorité pour le faire en chose, Europe ? c'est le rapport de On force. n'est pas d'accord avec les Allemands, on n'est pas d'accord avec... Enfin, là-dessus aussi. Ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'il faut lutter avec une barrière qui soit sur toute l'Europe, qu'il faut rendre... Mais on n'a jamais réussi. Mais vous savez, moi, je me rappelle que quand je parlais de l'Europe de la défense, il y a 5-6 ans de ça, on me disait, une espèce Mais c'est toujours d'arlésienne. pas mieux. Enfin, ça s'est un peu amélioré. Mais Excusez-moi. Hein. Enfin, c'est quand Ça, même c'est- d'une lenteur et d'une... On a quand même fait passer un certain nombre d'accords. Maintenant, la défense n'est plus un tabou. Oui. Excusez-moi. D'accord. On est en train tous de se réarmer. Excusez-moi. Et on est en train de mettre en place des programmes qui fait qu'on va se réarmer le Mais on plus souvent on le possible. fait sous le coup du Donc, Européen. on peut rester libre, Et ça, c'est le titre de votre je suis livre. d'accord, on est trop en réaction. Maintenant, on a 4 vulnérabilités majeures dans lesquelles on doit absolument sortir parce que c'est suicidaire pour nous. C'est la question de l'énergie. On est en train de le redécouvrir. Donc, tous ceux qui nous ont dit que le Green Deal européen, la transition écologique, c'était irresponsable, ce sont eux les Les Français, les responsables. premiers. Oui. Et c'est eux qui nous La mettent... France a poussé pour qu'on abandonne l'objectif de la fin du moteur Et c'est thermique eux, à exactement, 2035. je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est eux qui nous mettent dans un problème de compétitivité, par ailleurs, aujourd'hui. Problème dans la défense. Là, on est en train d'essayer de trouver des solutions. Problème dans le domaine du numérique. Toutes nos données sont aux États-Unis. Donc, il y a du boulot. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Problème aussi dans le domaine des systèmes de paiement. C'est des batailles qu'il faut mener parce qu'effectivement, c'est pas simple. Il n'y a pas forcément toujours de majorité politique. Mais c'est le rôle des politiques de se battre Donc voilà, pour dégager une on majorité. va essayer Et de c'est mon rôle. retrouver une indépendance, ça va pas se faire du jour au lendemain. En attendant 2027, c'est dans moins d'1 an. Oui, il faudrait peut-être se dépêcher. Enfin, c'est pas moi qui suis particulièrement inquiète, ni Myriam, mais simplement quelques électeurs éventuellement. Comment vous expliquez cette espèce d'embouteillage ? Alors, je dis pas d'embouteillage de candidats, parce que ça, on l'a constaté, mais d'embouteillage de sociodémocrates. C'est-à-dire qu'on a donc, si j'ai bien compris, François Hollande, si j'ai bien compris aussi, on a Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, évidemment, je ne le citais pas parce que vous le connaissez très bien. Comment vous expliquez cette... Manuel Valls ne l'a pas dit, mais enfin, on ne sait jamais. Comment vous allez faire, là, si tout ce petit monde se retrouve en septembre ? Ça va être le sondage, le juge de paix ? Écoutez, comment ça se fait qu'on a autant de monde ? Vous demanderez à François Hollande et à Bernard Parce Cazeneuve. que vous considérez Moi- qu'il y a un naturel qui serait Raphaël Glucksmann et qu'il y a d'autres qui se raccrochent aux branches qui seraient moins naturels. Mais dites-moi, je vous demande juste... Oui, bien sûr. Moi, je considère que le candidat naturel, c'est effectivement Raphaël Glucksmann. Moi, je vois Parce qu'il est plus jeune, parce qu'il n'a pas déjà fait, parce que... parce que déjà, je vois que dans les sondages, c'est quelqu'un qui est présent et qui est qui a les sondages les plus favorables jusqu'à présent. Et ça Est-ce que ça veut dire que si elles étaient moins que pas. François Hollande, il y avait un petit boom, ça voudrait dire que, la légitimité est en train de se déplacer sur François Hollande? Mais comment dire, moi, je n'ai pas commenté François Hollande, pour qui j'ai par ailleurs un grand respect. Mon sujet, il est. Je vous demande juste comment on va faire la méthode. La méthode, je crois, et ça dépasse d'ailleurs aussi les sociodémocrates, ça pose aussi la question des écologistes, c'est en fait se mettre d'abord d'accord sur une ligne politique, sur un programme, sur le fond, et ensuite de dégager une incarnation. Je pense que ça, on est capable de le faire. Mais dans quel cadre ? On n'a pas besoin, à mon sens, ça fait même chose, ça fait Enfin, 1 an que je dis que l'idée d'une primaire, à mon sens, est tout à fait problématique. Je l'ai dit d'ailleurs sur ce plateau-là, décidément. Parce que pour moi, il ne tranche pas une ligne programmatique à travers une primaire. Non, mais ça permet à chacun de les exprimer. Ça quand même permet à chacun d'exprimer sa ligne. Ça et aux crée gens une de voter forme. pour... Oui, mais moi, ça crée une forme d'insincérité, je trouve, en politique. Je ne serais pas capable de me ranger quelqu'un derrière lequel je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre Raphaël Glucksmann, François Hollande ou Bernard Cazeneuve, de ce que vous savez à peu près du programme? Mais écoutez, je ne connais pas le programme de François Hollande, je ne connais pas le programme de Bernard Cazeneuve, et puis celui de Raphaël Il n'y a pas Glucksmann, une chose vous qui saute aux allez yeux. voir. Mais pour l'instant, on ne connaît pas les programmes des uns et des autres. Vous ne connaissez pas le programme de François Hollande. On peut pas. Le problème se pose à droite également dans le Je le bloc redis central. encore une fois. Je le redis encore une fois que chacun travaille sur le fond. Oui.
Et D'accord. ensuite, Et vous avez prévu de Mais travailler on- ensemble? Mais avoir On une va plateforme voir. commune programmatique, il faudrait soit un parti commun, soit Mais vous une savez- sorte de mouvement commun. Vous avez un candidat, Raphaël Glucksmann, qui n'est pas socialiste, même si mais il peut tout à fait s'entendre avec le PS, mais Olivier Faure ne veut pas, lui veut une primaire Mais- de la gauche sans Mélenchon. Marine Tondelier veut autre chose, enfin veut sa primaire, mais elle n'est pas d'accord avec le reste des Verts qui voudraient autre chose. Mais- Mélenchon, justement, ne veut rien. on discute les uns avec les autres. Enfin, je veux dire, on se connaît, on discute. On a, je crois que vous avez vu, on a lancé Construire 2027 avec Carole Delga. Je cite Carole Delga par ailleurs parce que je trouve que quand même, La c'est présidente beaucoup de une la affaire région. d'hommes, Alors, cette d'accord. affaire de Carole politique à Delga. gauche. Allons-y. Mais il y a Carole Delga, il y a Yannick Jadot, il y a Boris Vallaud, il y a plein de gens. Récemment, Boris récemment. Vallaud, qui c'est On discute aussi avec Olivier Faure, parce que je vous rappelle que nous, au Parlement européen, on est dans une délégation, place publique Parti socialiste, dans laquelle il y a tous les Jérôme courants Gage. du Parti socialiste. Donc on discute les uns avec les autres. Il n'y a pas d'absence de contact. Après, on a on a pris des chemins qui étaient différents. Effectivement, il y a certains qui veulent une primaire. Nous, on a toujours dit, pour des raisons que j'estime légitimes, qu'on était contre. Donc maintenant, oui, il va falloir essayer de se retrouver malgré ces différences Est-ce tactiques. qu'il n'y a pas urgence, en fait, Si. quand vous Bien voyez sûr. Parce que là, on que dira vous pas avez compte de Jean-Luc fait. Mélenchon qui dit Franchement. « chez moi c'est carré Ah c'est bah, la bien formule sûr qu'il y a urgence. élément Je de suis langage. entièrement d'accord À avec vous. partir de quand ça commencera à devenir compliqué Mais pour je- cet espace électoral-là qui n'aura pas de candidat Il faut que vous soyez d'accord quand en clair. Ça fait 1 an que je dis qu'il y a urgence. Je Oui, me bah, permets- ça n'a pas l'air d'écouter. Enfin, Ça fait 1 an que je dis qu'il va se passer exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si on fait une primaire, on va se parler déjà entre gens de gauche, au lieu de parler aux Français, ça va donner finalement une espèce d'impression de désunion, et que pendant ce temps-là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui va se mettre en dynamique et qui va avancer, et que potentiellement, l'électeur de gauche, qui est un peu tactique et stratège, va se dire, à la fin des fins, peut-être que c'est vers lui que je dois aller, et que donc c'est une erreur qu'on refait à chaque fois. Ça me rappelle le jour de la marmotte. Et très sincèrement, j'aimerais bien qu'on apprenne à gauche. Donc oui, il faut faire le plus vite possible, la à deadline, mon sens. vous séquencez. Puisque quand on demande à droite, il y a l'automne. certains qui disent novembre, fin octobre. Moi, j'aimerais qu'on trouve une solution le plus rapidement possible, et maximum d'ici septembre. Oui, j'aimerais bien. Voilà. Septembre. Est-ce que l'été qui sera ou meurtrier ou positif ou Vous avez le fructueux. sentiment que cette gauche-là, social-démocrate, elle a suffisamment travaillé? Est-ce que quand on regarde Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez être en désaccord avec plusieurs de ses propositions, condamner certaines de ses formules, mais à l'Institut de la Poésie, il y a un programme, il y a la 6e République, travail. la Nouvelle-France, il y a Des débats, c'est un peu plus simple que non, mais il y a des propositions qui sont amenées d'ailleurs par des réflexions, des groupes d'idées. Est-ce que vous avez le sentiment que ce travail-là programmatique a été fait à gauche, Écoutez, sans Mélenchon? moi, je pense que du côté, j'ai vu Boris Vallaud qui a sorti un livre que je n'ai pas lu. Donc ne Sur la me demandez pas démarchandisation. de le commenter, s'il vous plaît, j'ai pas eu le temps de le lire. Le Parti socialiste a fait un programme également. Mais vous avez vu ce qu'ils disent dans leur programme Ça commence. sur la social-démocratie? Sur la social-démocratie, dites-moi. Oui, mais ils considèrent que c'est cuit, que c'est complètement invalide et que c'est pas ça l'avenir. D'accord, ok. C'est pas une bonne base de départ. Ils ont le droit de dire ça, mais peu importe. Vous me demandez s'ils travaillent. La preuve est qu'ils travaillent. Pour le coup, il y a eu du travail qui a été fait. Récemment, des projets ont été proposés. Je pense que, en tant que présidente de commission qui mène les négociations européennes sur toutes les questions économiques, bancaires et financières, j'ai quelques idées en matière d'économie, et je pense que par ailleurs la présidentielle Va se jouer sur quoi? va se jouer sur l'économie. C'est-à-dire Parce qu'en fait, avec la situation actuelle, on va faire face à une situation économique extrêmement tendue. Une baisse de la croissance, de l'inflation. D'un point de vue social, qu'est-ce que ça va donner? Si jamais on a des restrictions, quelle incidence sur la question industrielle? Face aux Américains, comme je le disais, il va falloir qu'on soit indépendant si on veut être libre. Il va falloir qu'on soit tous unis. Donc, je suis désolée, mais tous ceux qui sont en train de nous dire qu'il va falloir être dur, etc., ils ont parfaitement tort. On peut être de gauche et crédible, et en plus on doit faire tout ça avec le bilan des macronistes qui est une dette absolument élevée parce qu'ils ont fait n'importe quoi d'un point de vue économique. Leur politique de l'offre, pardon, les génies. Normalement, une politique de l'offre, je finis là-dessus, ça fait 2 choses. Ça accroît la compétitivité et ça fait des dégâts sociaux. Ils ont réussi à faire des dégâts sociaux
et à détruire en partie la compétitivité française. Donc, et en plus, En partie parce qu'elle a quand même. non, je suis désolée, été un peu la boostée au compétitivité, elle n'a début, pas été du boostée. mandat. Et vous pouvez reprendre toutes les études de l'OFCE, etc., sur le sujet. Maintenant, on se retrouve avec en plus une situation où on a une dette absolument abyssale à gérer. Donc, la situation de 2027, d'un point de vue économique, elle va être extrêmement Parce que tendue. voilà, comment vous entendre avec le Parti socialiste qui a passé son temps à redemander des choses au lieu de lutter contre le déficit? Mais Puisque c'est quand même, si on est encore... tout ça, quand je dis ça se négocie, on est capable de se mettre autour d'une table. On l'a fait parfaitement pour les européennes et ça a eu un succès qui n'est pas inintéressant, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on a quand même fait 14% aux européennes. Est-ce que c'est un score satisfaisant? Non, il faut qu'on fasse plus. Alors, dernière question, Mais il mine nous de rien, reste on s'est moins de mis 30 d'accord. secondes. Ah. Je me souviens, sur ce plateau, vous aviez dit « je voterais même pour une chèvre pour barrer la route au Rassemblement national ». Est-ce que, au fond, le vote utile dès le premier tour, c'est pas pour celui qui sera le mieux placé pour se retrouver au deuxième tour face au Rassemblement national? Et ça veut dire, pourquoi pas voter Édouard Philippe ou un candidat de droite? Est-ce que c'est pas ça la vraie question? C'est François Hollande qui le dit. Moi, je pense que, vous savez, j'espère de fond de mon cœur que les Français, dans le contexte actuel, ne voudront pas d'un président TikTok, ne voudront pas d'un président qui enlève le drapeau européen et qui préfère le drapeau russe et le drapeau américain. J'espère du fond de mon cœur qu'ils voudront pour un projet sérieux, crédible, social, économique, écologique et qui leur fera du bien et que ce soit le projet social-démocrate. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Aurore Laluc d'avoir été des nôtres dans Tout est politique. Merci Nathalie Saint-Cric. Tout de suite le JT Monde, suivi des informés. Très bonne soirée.